En fait, Zadig. moi, mon Zadig. avis, oui, en fait, moi, mon avis, c'est quoi? C'est que le problème pour moi, c'est pas une histoire de charia, pas charia, islam, pas islam. Parce qu'en vérité, si on s'intéresse à la chose, on peut retrouver ça au Japon. Ça existe. Il y a des frotteurs au Japon et pour répondre à la la problématique, ils ont fait des wagons pour femmes et enfants. La problématique, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent pas ça dans notre société, on n'arrive plus à avoir, comme disait Bébert, des valeurs saines, en fait, où des hommes respectent des femmes sans qu'il y ait on ait pour autant besoin de séparer les femmes d'eux, en fait. C'est ça qui est terrible, en vérité. C'est que la solution, oui, comme tu as dit Touda, c'est une solution de merde, mais pourquoi est-ce on en vient là? C'est parce que la problématique, qui sous-tend la proposition existe, qui est celle qu'il y a des hommes qui agressent des femmes, qui attouchent des femmes, ce qui met en insécurité des femmes à juste titre et que pour répondre à ce problème auquel l'État n'arrive pas à répondre par d'autres procédés, on voilà, propose ça et c'est ça qui est inquiétant en vérité. C'est qu'on est arrivé là pour des raisons, dramatiques. Vas-y. Tu En te rends fait, compte? bonsoir Régulus. Effectivement, ça existe en Inde, ça existe au Mexique, il y a d'autres pays en Europe où ça existe, mais ça n'a résolu aucun problème. Ça n'a résolu aucun problème. Mais là, vu, vu les cas d'agression sexuelle, les viols qui ont eu lieu ces derniers temps, sur une année, on va pas se mentir, c'est bizarre qu'il y ait une majorité d'hommes venus d'Afrique qui sont impliqués dans ces crimes-là. Je suis pas en train de dire que parmi les C'est une Français, coïncidence. c'est une coïncidence, c'est quoi? Et au niveau des chiffres, moi je veux bien croire à la coïncidence, mais une coïncidence qui se répète 100 fois, ça commence à devenir un schéma qui vient peut-être d'un certain mode de vision de la femme, de la société, de l'espace public, etc. Moi, je veux bien qu'elle fasse, mais quelle régression, mais quelle régression qu'on puisse vivre les hommes et les femmes séparés le temps d'un Exactement. voyage. Et après, ça va être quoi la nouvelle étape? Des rues séparées. Voilà, la nouvelle étape, ça va être ça. Voilà. Ça me rappelle la proposition de solution des agressions de rue de Caroline de Haas, tu sais, comme elle tient à rester dans le déni et ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Elle a proposé une fois d'élargir les trottoirs de manière à ce que quand les hommes et les femmes se croisent, qu'il y ait assez d'espace pour qu'ils ne s'agressent pas, enfin qu'ils ne Oui. l'agressent pas plutôt. Tu vois? Donc non mais il faut arrêter de se dire féministe et de lutter pour ce qu'on veut. Enfin, tu as le droit Mais d'avoir des idées de merde, de lutter pour il des idées faut de faire, merde. J'ai le droit il de dire faut que c'est de faire la merde. Et il faut des rues rajouter aussi que les de femmes 500 mètres de large. afrocentrées, elles voudraient des espaces où il y a pas de blancs. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah, j'en peux plus. Il y a des Allez, femmes Bébert, dégage. afrocentrées qui se disent françaises, mais elles voudraient Ah, des Bébert. espaces où il n'y a pas de blancs. Bébert, victime de racisme. Oh, Bébert, mesquine. Ouais, je suis vraiment, voilà, je suis le seul blanc ici en plus, donc c'est compliqué Ça, pour c'est moi, hein. clair. Ça, pour Tous un ces grand maghrébins remplaçant, on là, peut pas faire mieux. les gens dans le public, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ah là là. Moi, je sais pas si vous voulez rester sur ce sujet parce que moi, j'aimerais aborder Non, un autre sujet. oui, vas-y, vas-y. Moi, j'aimerais parler je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais du livre de Sonia Zadig et voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais ce livre, moi, personnellement, il m'a bouleversé. Mais il J'ai sort du le mal 13. Tu l'as déjà lu? oui, oui, bon, c'est pas Comment ça se fait que moi je l'ai pas lu?
Ah, Parce que moi, j'ai j'ai participé lu que au l'intro. Ça y est, je l'ai déjà réservé, mais je l'ai pas encore lu. Donc, oui, c'est parce que moi, je l'ai lu en avant-première parce que j'ai participé au livre et franchement, je sais pas quoi dire, de succinct, donc je vais devoir développer, donc excusez-moi si je prends un peu la parole. C'est-à-dire que sans vraiment spoiler, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le livre de Sonia, c'est pas les témoignages en eux-mêmes. Ça, bien sûr que les témoignages en eux-mêmes sont la base, du livre, mais ce qui va, compter réellement, c'est le développement psychanalytique et psychologique qu'il y a derrière. Elle fait vraiment ce qu'elle appelle une clinique de l'apostasie, ce qu'elle étudie de manière clinique, avec des outils cliniques, une analyse clinique, tous les schémas mentaux, tous les traumas qu'ont vécu les différents apostats. Il y a un panorama très large des apostats qu'elle a mis en avant, parce que c'est plus de 200 témoignages. J'imagine bien qu'elle a dû faire un tri. Donc elle a sélectionné 13 profils. 13 profils, c'est donc 7 femmes, 7 hommes. Donc elle a parité, hamdoullah. Heu, ensuite, il y a des par contre, petite précision, il y a pas de convertie femme qui a voulu faire de témoignage apparemment, sur les 200. Bon, bizarre. En tout cas, c'est peut-être une coïncidence. En tout cas, il y a quand même, des convertis dedans. D'ailleurs, il y a le témoignage de Vivi dedans, voilà. Salut à toi frérot. Et ce qui se passe, c'est que, franchement, c'est atroce. Les témoignages sont atroces. À un moment donné, ça parle de viol, ça parle de torture, de kidnapping, je dis: «C'est pas possible, on est dans un thriller, on est dans un film d'horreur, on est où là, en fait?» C'est pas genre même on aurait c'est même pas imaginable, en fait. Même on aurait voulu écrire un mauvais film, de fiction qu'on n'aurait pas réussi voilà, à écrire ça, à concevoir ça, à imaginer ça. C'est impossible. Ça te prend aux tripes, en fait, ces histoires. Et à chaque histoire, tu prends une pause, tu prends ton souffle. Je me suis ramassé 8 tasses de café, j'ai fait une nuit blanche à un moment donné pour lire tout le livre. Parce que je l'ai lu d'un coup, je pouvais pas m'arrêter. Et je vous ai expliqué que je vous conseille à tous de le précommander comme a fait Touda. Enfin, à tous ceux qui s'intéressent en tout cas au vécu des apostats et à l'analyse qu'elle en fait, parce que c'est l'analyse qui compte réellement au-delà même des vécus. Parce que les vécus, vous avez écouté des podcasts de Momo, je sais pas, vous avez écouté d'anciens témoignages de Soleil s'ils sont disponibles ou que sais-je, et vous aurez des vécus d'apostats. Ce qui compte réellement, c'est l'analyse qui en est faite. Et l'analyse, il y a qu'une professionnelle qui peut vous l'apporter, et c'était Sonia. Et franchement, déjà, il y a l'intro qui est dispo si vous voulez aller la voir. Déjà, rien que l'intro, ça envoie lourd. Mais le reste va encore plus, vous épater, vous émerveiller ou vous effrayer aussi. Voilà, moi je le dis, c'est ignoble ce qui est relaté dans les différents chapitres. Et surtout les Euh, femmes. Les femmes ont beaucoup souffert. Honnêtement, voilà, vraiment, je termine avec cette phrase. Les femmes, ex-musulmanes, j'imagine musulmanes aussi en ce moment, souffrent beaucoup. Bien plus qu'on peut s'imaginer. Vraiment bien plus ouais. qu'on peut s'imaginer. Oui, vas-y. Mais est-ce que une femme, à la mienne, hein, qui a vécu des choses terribles, hein, terribles, à l'islam, à son apostasie et post-apostasie, qui a connu vraiment, tu décris, hein, des choses terribles, tu lui conseillerais de lire les mêmes horreurs qu'elle a vécues pour tout faire ressortir, alors elle a eu du mal à se reconstruire derrière. Tu vois, lire ça Mmh. J'ai pas compris. quand toi-même tu essaies de quand toi-même tu as vécu des horreurs liées Ouais. et que tu lis ces mêmes horreurs, les autres, les mêmes horreurs, même pire que les tiennes, alors que tu as beaucoup de mal à surmonter les horreurs que tu as vécues et lire ça, remuer tout ton vécu que tu as mis un peu de côté et te faire du mal. C'est une Non, question parce que je pose comme ça. non, parce que comme je viens de le dire, ce qui est intéressant dans le livre, c'est pas les témoignages. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse des témoignages. Et je pense que, par exemple, si moi je me reconnais dans un témoignage douloureux, en lisant l'analyse, justement, ça va me permettre de rationaliser, ou en tout cas de mettre des mots, même si des fois c'est des mots un peu techniques, parce que ça appartient au monde de la psychologie et clinique. Mais après, tu peux faire tes recherches à côté sur internet.
Il y a tout maintenant, tu peux comprendre presque tout ce qui existe de manière vulgarisée et simplifiée. Ça permettra justement de dépassionner, tu sais, dramatiser, tout ça et de prendre du recul, au contraire. Parce que oui, c'est pas juste des successions de témoignages bruts, au contraire. Il y a toute une démarche, pour nommer ces phénomènes, de souffrance, de trauma qu'ont vécu les différents apostats. Donc non, c'est pas juste, tu lis une histoire horrible. Il y a derrière tout le travail de Sonia qui est à prendre en compte. Sinon, je vous conseillerais pas de prendre le livre. Si je vous ai dit, si c'est juste pour vous ramasser des témoignages, vous avez déjà tout ce qu'il faut sur YouTube. On s'en fout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez reprendre. En tout cas, ça donne envie de l'acheter. Envie d'acheter le livre. Non, oui. Aux éditions. Bon, en tout cas, c'est disponible sur Amazon, mais c'est disponible aussi en librairie. Ce sera disponible en librairie. Hein. Oui, à la Fnac, Amazon, en librairie, j'imagine, bien sûr. Voilà, il n'y a pas que sur Amazon. Même chez votre libraire, vous le commandez. C'est une maison d'édition renommée. Donne-la, donne-la la maison d'édition. Ah si, c'est Fayard, c'est ça, c'est Fayard. Oui, c'est Fayard, c'est Fayard. Voilà, donc Fayard, c'est Hachette, tout ça, c'est quand même. Je pense qu'il y a même à l'école, les gamins ont des bouquins et tout, donc c'est une grosse maison d'édition quand même qui a pignon sur rue et qui la promo. Donc c'est pour ça, j'imagine qu'elle a passé dans les médias, promo, et que ça peut faire beaucoup de ventes, en tout cas fasse le maximum de ventes, que ce soit dans toutes les librairies, chez les libraires. C'est bien que ce soit sérieux, que ce soit pas juste autoproduit. Tout le monde fait, hein, tu vois, Alibaba, Sami Aldib, tout le monde, Majidou Kacha. Et là, c'est une vraie maison d'édition. Donc, oui, Hachette, c'est Bolloré. Et voilà, alors, je le savais que ça allait sortir. Hachette, c'est Bolloré. Oh, c'est Bolloré. Oh, mince, hein, c'est facho, c'est facho. Mais non, mais on s'en branle. Les autres avaient qu'à accepter. Il y a eu, ils se sont chiés dessus. Hein. C'est quelle édition qui s'est chiée dessus? Ils sont bouquins. Attends, je vais te la retrouver. Vas-y, continue. Il y a une maison, Oui, qui devait publier son bouquin. Oui, je crois que c'est la maison du djinn. C'est la maison du djinn, ils ont dit non. C'était Albourak. C'était la maison Albourak. Ça va, Régulus? Ah, salut frérot, salut la réponse. Non, c'est Al-Kalam. C'est Puf. Attends, tu sais quoi? Je te jure qu'on va le faire maintenant, on va lire maintenant le truc. Allez, nique sa mère. Comme dit Albourak. Ah, voilà. Voilà. Attends. KNB, tu voulais dire un truc, non? Vas-y. Vas-y, KNB. Ah, bon, peut-être que vous voulez rien dire. Ah non, moi j'écoute là. J'aime bien aussi écouter. Non, je pensais, je t'avais vu le micro, je me suis trompé. En tout cas, la liberté d'expression pour les apostats. Sonia Zadig, elle a atomisé un gauchiste sur un plateau de télé sur l'islam et religion de paix une fois aussi. Hein, c'est avant qu'elle ne publie. Ah oui, c'est extraordinaire. Sonia Zadig, elle est hyper efficace en rhétorique. Il n'y pas à voir Sonia Zadig contre moi. En tout cas, on lit l'article. Donc, la liberté d'expression pour les apostats, un enjeu crucial dans une société démocratique. Le cas de Sonia Zadig révèle une forme de censure ou d'autocensure éditoriale liée à la peur de représailles. En tout cas, un manque de courage des éditions PUF. Donc, les éditions PUF, franchement, vous êtes nuls. Moi, je vous le dis. Honneur à Fayard qui publiera Zadig à la rentrée. Voilà. Donc, c'est éditions PUF qui ont refusé de publier Sonia Zadig. Voilà. Donc, toute la réaction ne peut justifier la censure, sinon la menace deviendrait un levier légitime dans l'espace public. La société doit entendre la voix de Sonia Zadig pour comprendre davantage les ressorts de l'emprise religieuse, du patriarcat, de la violence morale ou physique. PUF Édition, en renonçant à publier ce livre enquête consacré aux apostats, n'ont-ils pas abdiqué, trahi, renoncé à une part capitale de leur mission démocratique? Donc, pour rappel, les éditions PUF avaient donné un accord à l'auteur, ok,
Le travail de correction avait été effectué. Donc vous imaginez, donc il y a un travail de correction qui prend beaucoup de temps. Ensuite, le directeur éditorial avait programmé la sortie en septembre. Vous imaginez, c'est bon, on programme une sortie, c'est qu'il y a un contrat qui est signé. Mais entre-temps, PUF avait fusionné avec Albin Michel, qui est devenu le principal actionnaire. Donc il a fallu attendre Albin Michel. Accord qui fut signé par mail à l'auteur en janvier sans qu'une signature de contrat. Ah, donc je me suis trompé. Donc il n'y a pas de contrat. Ok. Concrétisé. Donc en somme, un contrat innommé, surtout moral, attesté par les emails. Bon, après, la moralité en ce moment, on ne sait plus trop ce que c'est. Et in fine, une trahison, puisque 8 mois plus tard, par un revirement au goût de l'acheter, Sonia Zadig est informée que la publication ne serait pas possible car le livre dérange, voire rebute. Voilà. Albin Michel, merci beaucoup. Merci. Que s'est-il passé entre le oui et le non? Ah là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Donc vous comprenez? Ah là 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 là. En tout cas, le Bah, livre sortira le 13 novembre, mais c'est ça. c'est date symbolique quand même. Mais vous pouvez le commander déjà sur la Fnac ou Amazon. Exactement. Et on J'ai peut l'impression que déjà j'ai- consulter un début de cas hyper intéressant d'une Oui, oui. ancienne salafiste apostate. Très intéressant parcours. Bon, j'attends de lire les suites. On va en parler. Ben, si tu veux, on peut lire le premier témoignage ensemble. Si vous n'avez pas autre chose à voir, moi, franchement, je suis à fond, hein. Je suis à fond dans cette histoire. Vas-y, vas-y. Vas-y, attends 2 secondes, le temps que je Enfin, retrouve. je sais pas ce qu'on pense, mais voilà. Mais moi, ça Mais à m'intéresse part si aussi. tu as un C'est un sujet qui programme, m'intéresse. à Ah, part si tu un non, non, j'ai rien. programme. Alors, non, moi, je vous gérer. Ouais, non, non, il n'y a pas de problème. Ok. En plus, mon micro, c'est de la merde, donc moi, je parle Oui, c'est vrai. C'est vrai que les c'est de la merde. auditeurs. Donc, non, mais je ne sais pas ce qui se passe depuis que j'arrive plus à faire de live normaux. Donc, plus moi je parle et plus c'est. Voilà. Donc, allez-y, je te laisse gérer, Régulus, Vas-y, ça marche. la maison. Merci beaucoup, frérot. Donc, il m'a été difficile de ne pas identifier à la douleur des femmes ou de ne pas céder à la tentation de la colère et du ressentiment que pouvait provoquer chez moi la gravité de leur souffrance. Les femmes ont été les premières à témoigner. Et franchement, oui, quand vous lisez le livre, vous avez envie de vous mettre en colère, vraiment, la rage. De fait, on ne se remet pas facilement des meurtrissures de l'enfance, surtout lorsqu'elles ont été infligées au corps. Mais après de nombreuses années de travail, j'ai retrouvé en moi l'écho des violences subies par ces femmes. J'ai aussi pu m'abstraire et connaître de l'intérieur ces afflictions qui se jouent en premier lieu sur la scène du corps, m'a permis d'ajuster mon écoute. Pour ces femmes, l'apostasie s'étend comme un axe inaugural de liberté. Il me faut cependant préciser qu'il y a autant d'apostasie qu'il y a de sujets, d'où mon utilisation du mot au pluriel. Il y a cependant, au-delà de l'irréductible singularité de chaque personne, un dénominateur commun, la traversée de la souffrance et de la douleur associée à l'abandon de l'islam. Ouais, l'histoire de Zahra, le féminin mélancolique, donc en arabe Zahra, qui veut dire fleur. Son visage reste gravé dans ma mémoire. J'avais commencé les entretiens de début janvier via Discord et quelquefois WhatsApp et commençais à me méfier de certains trolls qui se présentaient comme ex-musulmans pour me doxer et me menacer. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est difficile ou pas? Parce qu'il y a toujours des merdes qui veulent parasiter toutes nos actions, en fait. Lorsque je reçus un mail d'une femme que je nommerai Zahra. Bonjour madame, j'ai besoin de témoigner. Je vous ai vu chez Jack le Fou, mais j'ai très peur, je stresse à mort. Je n'arrivais pas à vous parler, alors je vous écris. Permettez-moi de me présenter, peut-être comprendrez-vous un peu mieux mon effroi. J'ai 40 ans, maman de 5 enfants, originaire d'Algérie, voilà, d'origine algérienne, et je suis né et j'ai grandi en France. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'islam. Je m'y suis mise à fond et j'ai vite intégré le minhaj salafi, donc le courant salafi. Suivi les principes des pieux prédécesseurs. Djilbab, mariage arrangé, hijra, apostasie et retour en France. Ça a l'air rapide, mais ça a pris 20 ans. Bref, d'un côté, j'ai vraiment envie de témoigner, personne ne le sait, ma famille est très pratiquante, mes frères et sœurs sont salafistes, mes fils aussi. C'est une véritable catastrophe. S'ils l'apprennent que je ne crois plus en Dieu.
que je ne prie plus, que je ne jeûne plus et je porte encore le hijab, ils n'en savent rien et ça serait ma mort s'ils l'apprenaient. Je ne sais pas si je suis capable de parler, je n'ai jamais prononcé à haute voix, je ne crois plus en Dieu, du coup, je ne peux pas entrer dans le cercle des apostats car j'ai trop peur de prononcer la shahada à l'envers. Ah, vous connaissez tous le principe. Pour rentrer dans le cercle des apostats, vous devez dire la shahada à l'envers, voilà. Vous irez voir le début du livre. Je préfère vous voir en vrai, car je voudrais vraiment participer à votre projet. C'est tout ce que je peux faire. Je ne pourrai pas acheter votre livre à sa sortie, ou peut-être que je l'achèterai, je le mettrai dans un coffre, que j'enterrerai le parc de la cour, au parc de la Courneuve, et je dessinerai une carte où est indiqué l'emplacement du coffre au trésor, et je la donnerai à ma fille sur mon lit de mort. Elle en sera ravie, car elle adore la chasse au trésor. J'attends votre réponse. Merci pour ce que vous faites pour nous. Donc, Sonia Zadi continue. Je ne savais pas si ce mail tellement émouvant était à prendre pour argent comptant, mais j'ai décidé de poser un acte de confiance et lui ai donné rendez-vous dans un café parisien, à midi tapant. Je n'étais pas très à l'aise. Le sujet que je traite est un grand tabou et les menaces suffisamment sérieuses pour susciter ma confiance. J'imagine, oh, vous faites un sujet de recherche, vous avez peur de vous faire poignarder en France, en fait. C'est possible. Imaginez que c'est un faux mail. C'est peut-être, même pas une meuf derrière, il y a un mec derrière. Il la voit, il la bute. Voilà, comme ça. C'est très possible. C'est pas un truc qu'on s'imagine comme ça, non. Non, c'est vraiment possible. Voilà, d'abord, le sujet que je traite est un grand tabou, mais quelque chose dans la musique de ces mots me dit qu'elle ne simulait pas, car il est quelque chose que j'ai appris avec ces femmes, c'est bien de déceler le chagrin d'aller rire des éclats de rire. Je l'avais aperçue au loin. Elle était emmitouflée dans un long manteau noir et portait un voile tout aussi noir. Je me rapprochai d'elle. C'était une femme d'une quarantaine d'années, qui avait l'air perdue et effrayée. Pour détendre l'atmosphère, je lui ai lancé: «Venez, je vous invite à déjeuner». J'aurais bien voulu, mais c'est Ramadan. Je n'osais pas aller jusque-là. OK, juste un café alors. Et tout à coup, elle s'est arrêtée en pleine rue et a enlevé son voile. Je ne vais quand même pas entrer au café pour la première fois de ma vie voilée. Devant sa vaillance, nous avons éclaté de rire. J'avais pourtant devant moi une femme enfant terrorisée. Son regard balayait la salle bondée de la brasserie comme un pendule devenu fou. Elle n'en revenait pas de réussir au bout de 40 années de vie en France, à oser enfin s'asseoir, comme tout un chacun, à une table de café. Je voyais bien qu'elle était agitée, entre crainte et euphorie, d'avoir enfin brisé la limite de son corps, embastillé depuis si longtemps. Ah, je prends une pause un peu, je prends mon souffle, je bois de l'eau. Quelqu'un veut réagir ou pas? C'est vrai que ce passage, on peut le lire sur, le site de la FNAC, on peut feuilleter jusque-là et ce qui m'a émue aussi, c'est ce passage où elle, enlève, son voile, et son histoire, elle est terrible aussi, tu vas peut-être la raconter après, elle part quand même du salafisme, puis elle a vu ce que voulait dire, du salafisme, au bled, quoi. Je sais pas si ce détail, tu l'avais dit, mais ça m'a marqué aussi. C'est, qu'elle, ils vivaient en Algérie avec les aides de l'État français. Donc c'était une misère en France, mais ça allait pour vivre sans rien faire en Algérie et le gars, son mari à qui elle a fait les papiers, parce qu'elle est française, dès qu'il a eu les papiers, en fait, il a décidé d'aller vivre, faire la hijra en Algérie. Heu, donc puis, au bout d'un moment, et il l'a frappé, enfin, en tout cas, une vie à l'islamique, comme il la voyait. Hem Et le fait qu'elle dise que c'est la première fois que je rentre dans un café, tu te dis: «Mais c'est une Française qui dit ça, quoi». Le café, quoi. Petit café, c'est pas c'est pas de l'inculture française, un petit café dans un café, c'est la moindre des choses, quoi. Ah, on va lire la suite. En effet, lorsque mon père est mort, ma vie a basculé dans l'horreur. Lui, c'est un musulman couscous, il savait d'où il venait, il ne voulait pas nous voir oublier nos racines, mais il ne nous imposait rien. Après le décès de mon père, ma mère était perdue.
En plus, elle était dépressive depuis toujours. J'étais l'aîné d'une fratrie de 4. Ma mère était analphabète et ne parlait pas le français. C'est moi qui m'occupais des papiers administratifs. Je remplissais les feuilles d'impôt, la CAF, les durées scolaires à 10 ans. 10 ans. Zara était logorique. Les mois allaient plus vite que sa pensée, comme s'ils étaient pressés de sortir après tant d'années d'abstinence verbale. Elle avait toutefois le visage défait, comme si la teneur de ses propos l'étonnait elle-même. La loyauté envers les parents est un impératif culturel difficile à transgresser, surtout dans un contexte d'immigration où il est question de se serrer les coudes pour faire face à l'adversité. La mère de Zara ne parlait pas le français et ne savait ni lire ni écrire, s'étant retrouvée très jeune veuve et mère d'une famille nombreuse, qui plus est dans un pays étranger, oui. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur sa fille aînée qui n'avait que 10 ans à l'époque. Zara décrivait une mère débordée, en lutte contre un effondrement dépressif. Puisqu'incapable de rien faire à la maison, elle déléguait toutes les corvées à Zara et elle était en outre agressive et insultante. Donc, témoignage. Je traînais aussi dans la cité jusque tard le soir. J'étais un garçon manqué. J'avais vite compris qu'il fallait me déguiser pour avoir la paix. Jogging, casquette, wesh wesh quoi. Et puis petit à petit, j'ai sombré dans la délinquance, sans jamais avoir eu de problème avec la police, hamdoulillah. Des vols, des cambriolages, du petit deal. Il faut dire que nous étions pauvres, très pauvres. Et ma mère ne travaillait pas. Je ramenais l'oseille. Mais elle me reprochait de traîner avec les garçons. Ya kahba, espèce de pute, qu'elle me disait. Enfin, tout ça ne m'a pas empêché de décrocher mon bac. Marhaba, mais elle prend l'argent. Ouais, Marhaba, tu me laisses mon argent. Ouais, c'est la mère Macrel, quoi. Elle prend l'argent, puis elle traite de Marhaba, miskina. Franchement, là aussi, ça m'a touchée, tu vois. Ça m'a rappelé le film. C'est l'hypocrisie, toujours l'hypocrisie. Le film de Much Love dans lequel a tourné Lubna Abidal sur les prostituées au Maroc. Film très, très controversé, en tout cas au Maroc, bien sûr interdit partout. Où la fille qui est prostituée, justement, elle va voir sa mère, elle lui donne de l'argent. Ben, ça, c'est un film, mais ça représente quand même la réalité. Pas que marocaine, de beaucoup de pays hypocritement islamiques, où les femmes sont chassées de chez elles. Et puis, seulement leur argent est accepté, quoi. En dehors de ça, tu restes une pute, quoi. Quoi que tu donnes, c'est jamais réhabilité. Il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de condamné à la putainerie. Putain éternel. Ah, pas éternel, pardon. Voilà, en gros, voilà. Je te laisse Exactement. continuer. Oui, pas de souci. Alors, euh, voilà. Donc, ma mère nous a rien appris. J'ai tout appris à la télé. J'ai aussi appris la haine des Français. Je croyais qu'ils étaient tous racistes. À 18 ans, je me suis mise dans le Coran. J'ai arrêté la délinquance. L'imam du quartier m'a ramené un gars du bled, un sans-papier avec barbe et camis. Je me suis marié et voilé. Lorsqu'il a eu ses papiers ici, au bout de 5 ans, et 2 enfants, nous étions à fond dans le salafisme et on voulait revenir sur une terre musulmane. Nous avons donc quitté la France pour l'Algérie. Ça me fait rire quand on dit que l'Algérie, c'est une terre musulmane. C'est ce qu'on appelle la Hydra. Et là-bas, j'ai vécu l'enfer sur terre. Il était d'une violence inouïe. Je me faisais tabasser pour un oui ou pour un non. Je n'avais pas le droit de sortir de la maison. Lui ne travaillait pas et passait ses journées à la mosquée. Nous vivions des allocations familiales que nous versait la France. Ah, qu'il haïssait tant. Masha'Allah, l'argent des koufars. Nous avons J'en ai marre. Nous avons eu 2 autres enfants, dont une fille, la dernière. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Je ne voulais pas que ma fille subisse le même sort que moi. Petite, intervention personnelle. Dans le livre, ça revient souvent cette idée. C'est-à-dire que, il y a surtout de la part des musulmanes. C'est-à-dire que les musulmanes vont avoir un enfant
et l'enfant, il fait le déclic. Et après, elles veulent pas faire revivre les mêmes choses, à l'enfant, tout le fardeau d'être musulman, justement. Et là, il y a soit le doute ou soit la fin du doute qui est l'apostasie. La fin du doute, c'est l'apostasie. Voilà. En général, l'enfant, c'est un déclic, quoi, voilà, tout simplement. OK. Voilà, donc c'est justement que j'ai eu le déclic. Je ne voulais pas que ma fille suive le même sort que moi. J'ai sombré dans une dépression profonde. J'étais cloué au lit, pleurais jour et nuit. Je ne priais plus et me demandais comment un Dieu, Rahim, miséricordieux, pouvait autoriser une misère pareille. C'est là que j'ai commencé à chercher, à regarder sur le net des choses que je m'interdisais avant, la science, par exemple, la théorie d'évolution. Le doute m'a submergé. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis mise à penser, à analyser. Et quand tu penses, tu quittes l'islam. Bah, ça, c'est vrai. J'ai donc profité, des vacances scolaires. Je me suis enfui en France. La musique me manquait, la danse me manquait, la vie me manquait. Oui, parce que le salafisme, tu danses pas, tu tu écoutes pas de musique, tu dessines pas, tu fais rien, en fait. Tu fermes ta gueule et tu fais la prière. Bah, Prépare t'attends la la mort. mort, en fait. Tu prépares ta mort. Toute ta vie, C'est c'est de ça, préparer ta mort. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pensais trouver refuge chez ma mère et ça, c'est vraiment l'un des passages les plus marquants de ce témoignage. Je pensais trouver refuge chez ma mère et comme à son habitude, elle m'a déçu. Elle voulait que je retourne chez mon mari. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il était d'une violence inouïe. Je me faisais tabasser pour lui pour 1 an. Donc violence conjugale atroce. Et c'est quoi la réponse de la mère? Elle voulait que je retourne chez mon mari, page suivante. Accepter la Sbar. violence et la séquestration, c'est ça, pour éviter le «qu'on dira-t-on». Alors je me suis débrouillé. C'est la France qui m'a sauvé, mais elle ne peut pas protéger mes enfants. Ils sont à fond dans la religion. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Ils ont baigné dans un endoctrinement à la Pavlov. Je compte beaucoup sur les apostats, sur votre livre pour m'aider à sortir mes enfants de là, mais je crois qu'il est trop tard. L'État ferme les yeux sur ce qui se passe ici en France. Regardez, je suis obligé de porter le voile pour éviter les problèmes à 40 ans. Oui, l'État garantit la liberté, l'État garantit. Nique ta mère, nique ta mère. Voilà, nique ta Ah, mère. ça, c'est horrible. C'est Non, horrible. mais Tu vois. voilà, les trucs de Ça, l'État c'est ce que tu garanti as et lu. tout. Voilà, Voilà, l'État garanti. Tu parles. va te faire Voilà. foutre. À 40 À ans, 40 ans, obligé je de me se cache encore voiler pour pour faire taire téléphoner, je les suis gens. en prison. Elle dit: «Je suis en prison à 40 ans». Je Il faut que ça peux se sache, il intervenir? faut qu'on fasse juste je finis, il me reste 2 lignes. Il faut que ça se sache, il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver les petites filles et les petits garçons aussi avant le lavage de cerveau irréversible. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Évidemment que interdire l'islam, interdire le voile, faire l'autoritaire, faire le fasciste, ça va pas résoudre, ce problème-là et on Ah, a conscience de ça. j'avoue de ces Je veux dire propos, moi qui suis sorti des dramas et compagnie. Alors, non, mais je veux dire, on a conscience de ça. On a conscience qu'une bonne part, vive de le la Québec, solution vive... Ah, c'est et tout ce que vive j'ai à la dire. France! Non, mais oui, c'est évidemment enfin, une bonne partie de la solution, c'est effectivement l'émancipation de cette communauté par rapport à ces dogmes. C'est l'éducation, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour cette dame on lui dit, bah écoute, tant pis pour ta vie, on va miser sur autre chose qui va prendre 5, 6 6 siècles, je veux générations dire. peut-être. Qui va Voilà, prendre deux mais, générations. Ça fait mais enfants et tes rassure-toi, petits-enfants sont foutus. Et peut-être tes petits arrière, il y en aura quelques-uns qui s'en sortiront. Voilà. oui, voilà, je sais pas, c'est pour ça que moi, franchement, plus ça va, plus je vois ce que devient en plus, ce que peut proposer en termes d'audience, ce qui fonctionne en termes d'audience, la critique, la parole critique de l'islam. Je me dis, on est quand même dans la merde pour un sacré bout de temps. Et cette pauvre dame de 40 ans, elle ne vivra jamais libre dans un pays qui garantit ses libertés, dans un pays qui garantit sa sécurité par la loi et tout ça. Je sais pas, Ça doit franchement, je sais venir. pas. Ça doit... Vraiment, je me dis vraiment que l'islam, c'est vraiment l'une des saloperies. C'est la saloperie c'est la plus grosse saloperie qui est surgie sur cette putain de planète. C'est cette putain de religion de merde. C'est, je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas ce qu'on peut de faire conscience. face à cette putain de religion de merde.
Est-ce que ça doit venir d'en bas, du peuple? Bien sûr, il y aurait des règles, mais moi, j'y crois pas. Je ne crois pas aux partis politiques et tout ça. Là, il aurait fallu qu'elle soit dans un entourage qui ne soit pas complètement au milieu de plein de gens non musulmans, auprès de qui elle puisse expliquer sa situation, qui disent, bah écoute, je sais pas le prénom qui est donné, je me suis oublié le prénom dans le livre, mais écoute, si quelqu'un te fait chier, on est là, tout simplement. Hein. Tu n'as pas de cachet pour téléphoner. Parce que j'ai l'impression, sur la fin, si j'ai bien compris, c'est ses enfants qui la fliquent, en fait. Hein. Parce que sa mère, c'est ses enfants qui la fliquent et tout. Et bah, écoute, on va les envoyer chier. Envoyer les chier, qui donnent des conseils comme ça. Écoute, envoie les chier. Maintenant, pense à toi. Et puis, peut-être que ça fera prendre conscience à tes enfants, efficacement, que si tu te soumets à eux, en fait. Mais c'est compliqué. Mais soit du peuple qui est tolérant, qui n'est pas raciste, qui est tolérant des gens, qui dit non, stop, ça, on ne veut pas. Ces comportements, cette dictature, on n'en veut pas. Ça dégage, en fait. Yunamar. Le Yunamar qui vient d'en bas, qui va la situation, je pense. Ouais, mais ce Yunamar, il va mettre 200 ans à démarrer. On est dans la merde. On est dans la merde pour au moins 200 ans. Enfin, je dis, on est dans la merde. Non, mais c'est à chacun de nous. C'est à chacun de nous. Il y a la vie quotidienne. C'est à chacun de nous dans nos vies. Oui, bien sûr. Tiens, je mets bien sûr le MELP. Il y a le MELP aussi. Mais tellement, tous ceux qui nous écoutaient et nous-mêmes, à nous d'agir bien pour être présents et être là pour ceux qui en ont besoin dans ce genre de situation. Hein, quand vous connaissez quelqu'un qui vit ça, la difficulté, c'est que la personne n'osera pas se confier, puisque même aux Français, quand tu as, vous savez mieux que moi, vous êtes apostat et que vos collègues, vos amis, il y a du porc là-dedans, alors qu'ils savent très bien que vous êtes apostat, mais qu'ils n'arrivent pas à brancher leur cerveau, à comprendre, c'est confiance, même aux non-musulmans, en fait. Quand quelqu'un a quitté l'islam, c'est que même aux non-musulmans, c'est dur de faire confiance. Non, mais je suis désolé, parce que ça vous paraît facile comme ça. On peut pas couper, quand on est parent, on peut pas couper les ponts comme on veut avec ses enfants. Hein. Voilà. Je suis désolé. Je ne peux pas leur dire allez vous faire foutre, je vais vivre ma vie. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est comme douleur. En gros, Ça cette femme, dépend, ouais, regarde, comment cette sont tes femme. enfants. Oui, S'ils te bon. font la misère, à un moment donné. Là, tu parles d'un point de vue rationnel. Moi, je te parle d'un point de vue émotionnel, affectif. Cette femme a eu des parents de merde. Enfin, son père est mort. On peut pas, c'est bon, il est mort. On va pas blâmer un mort. Il est mort avant même qu'elle puisse dépasser l'âge de 10 ans. Sa mère, elle a été atroce, elle a été horrible. Après, on peut toujours trouver des excuses, analphabète, payée en exil, mère célibataire, plusieurs, 4 enfants. Elle a fait comme elle a pu aussi. Donc déjà, enfance dégueulasse, adolescence dégueulasse, vie adulte dégueulasse. Peut-être les seules choses de bon qu'elle a dans sa vie, c'est ses enfants. On va pas lui demander en plus, démerde-toi, voilà, Je tu lui ai pas refais dit de ta faire ça vie et toute pareil. seule. Je lui ai pas dit de faire ça toute seule. J'ai dit que s'il était dans un contexte où elle vivait au milieu, comme on est en France, c'est un pays non musulman, au milieu des non musulmans et pas dans des quartiers islamisés, au milieu des non musulmans. Elle est en présence de ses amis et tout ça et compagnie, et qu'il y a des enfants non musulmans, se lui casser les couilles par rapport à la religion, qui est un des amis qui arrête de casser les couilles à ta mère, petit morveux, et lui dire vas-y, mais une baigne. Enfin, remettre ses enfants à leur place, que ce soit pas elle qui le fasse, mais que ce soit les autres. Qu'après, c'est des petits cons, tes gosses. Voilà. Et que quelle est la
chier. Pas ne pas les aimer, mais les envoyer chier. Et ça, elle ne peut pas le faire toute seule. Et surtout si elle est dans un quartier où ses enfants ont le soutien de toute la communauté, en fait, contre elle. Ouais. Que si elle était dans un contexte où les gens étaient de l'ensemble de la masse de la population n'étaient pas musulmans et avaient ce qu'ils pensent, ça changerait les choses. Parce que c'est Oui. confiance finalement à lui imposer la religion dans un pays qui n'est pas musulman, ça c'est pas normal quand même. Moi je Les dis, enfants imposent, oui. fliquent leur merde au niveau islamiquement parlant, non musulmans comme la France. Ça c'est pas normal. Moi je dis l'école a failli à transmettre la Mais il y a religion. l'école, il y a l'école et il y a les quartiers qui ont failli. Il y a tout le monde. Oui, Les oui, parents aussi, Je me rappelle quand j'étais. l'État a failli, les féministes ont failli, les progressistes ont failli. Voilà, ils sont tous faillis. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin dans de banlieue parisienne, quand il y avait nos voisins turcs qui étaient tout fiers de nous dire ouais, si qu'à 14 ans, il a égorgé 4 moutons tout seul. Il les a engueulés. Il dit mais vous êtes des pecnos, des paysans, vous êtes des attardés. Il les a engueulés. Il les a engueulés. Ramenez pas. Il les ramenait pas. Et ça changeait pas les relations d'amitié qu'il y avait d'ailleurs. Mais c'est qui disait ça, lui. Parce qu'il les aimait bien. S'il n'en avait rien à foutre de leur gueule, il leur dit ah, c'est des attardés, je leur réponds même pas. Le voisinage où chacun dit ce qu'il pense. Ce qui manque, c'est que les gens n'osent plus ouvrir leur gueule aussi. Il dit mais comment vous lui faites égorger des moutons de parcours? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut aussi que les gens disent les choses. Ils disent. Après, ouais, maintenant, tu es traité de facho, de raciste, de trucs comme ça. Ça a basculé. Il y a eu un basculement à ce niveau-là aussi. Ouais. Touda KNB, vous voulez pas réagir? Bon, tu sais Oui. que on connaît beaucoup, moi, je connais dans le effectivement des femmes musulmanes, pas apostates, hein, qui sont vraiment musulmanes, mais qui étaient musulmanes non voilées, à la cour, qui fumaient des clopes, et qui ont fini voilées, complètement pratiquants via leur fille. Qui se sont radicalisés, qui radicalisent les parents. Parents qui étaient musulmans à la cool, soft, qui se sont retrouvés radicalisés pour suivre le délire de leur gosse. Ça s'est passé par la jeunesse aussi. Oui, il y a aussi des femmes qui sont venues du pays, du Maghreb, par exemple, qui ne portaient pas le voile, qui arrivaient ici, à force de voir tout le monde voilé, se sont voilées. Par intimidation, par esprit grégaire, tu vois. Donc c'est ça la charia. La charia ne demande pas la permission, elle s'installe. C'est comme l'invité relou, qui t'a pas invité et qui s'installe. Ça, c'est toute l'histoire de ma belle. Ceux qui sont restés au Maroc, je parle des femmes, elles sont pas voilées. Hein. Elles sont pas voilées, elles sont cool, tranquilles. Celles qui sont en France, elles sont mais de mort, quoi. Avec du machallah et en début, milieu, fin de phrase, tout le temps.
Et en France. C'est la France qui a fait ça. Donc on a un problème, je sais pas à ce niveau-là, mais comment ça se fait que des familles qui sont pas spécifiques, voire pas pratiquantes du tout au bled, débarquent en France, et ceux qui débarquent en France à être complètement orthodoxes, quoi. Pratiquants pur et dur, quoi, salafistes. Bon, ben, un jean passe. À moins que je bug encore. Non, 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 t'as raison, oui. Mais l'un des plus Non, gros mais, problèmes, c'est... Vas-y. non, mais ce qui nous renvoie aussi à la pétition. Comment la charia, ça, il ne veut pas dire son nom. Je sais pas d'où elle vient, cette pétition, mais en tout Cette cas, c'est très pétition, charia compatible, quoi. cette pétition, c'est aux jeunes, j'en parlerai dans le prochain news, candidat à la mairie de Strasbourg, là, qui veut pour les femmes, exclusivement réservées aux femmes, dans les piscines municipales. Et avec la même argumentation, hein. Oui, il y a des attouchements, il y a des trucs, elles sont pas tranquilles, elles se font embêter. Les femmes, qu'elles soient tranquilles, des horaires spécialement d'ouverture pour les femmes dans les piscines. Et là, c'est exactement la même chose, hein. Ce sont les mêmes arguments, tout pareil. Et là, c'est pour le métro, quoi. Alors bientôt, le lieu de travail, ce sera pour dans la rue, les trottoirs et d'attente pour les caisses, pour les files d'attente à la caisse, au carrefour. Après, on va faire quoi? On va faire une société où les hommes et les femmes sont séparés, quoi. J'attends la pétition où il faudra que les femmes soient voilées. Dans ce cas-là, on réclame le droit de porter le niqab, quoi, pour être C'est tranquille. insupportable, en fait. C'est de la provocation. Après, on te dit, ben, pourquoi tu critiques? Mais ça suffit. La non-mixité, c'est vrai que tu sais que dans la loi, la non-mixité n'est pas obligatoire. Et plutôt la mixité n'est pas obligatoire et la non-mixité n'est pas interdite. Donc, cette pétition, elle peut très bien aboutir, au vu des lois actuelles. Ça, c'est la loi qui est merdique. Non, oui, c'est vrai, hein, c'est une bonne remarque. Mais pour revenir sur le livre, moi je pense que il y a un conflit, et ça c'est un débat que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir ou ont de manière très idéologisée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à de bonne foi autour de ce débat, autour des libertés démocratiques. C'est qu'à un moment, il y a des conflits entre les libertés, en fait, entre les droits. C'est-à-dire que les parents ont des droits en tant que parents, mais les enfants ont des droits en tant qu'enfants. Et à un moment donné, à trancher. Est-ce que l'enfant a plus de droits sur lui-même que ses parents sur lui-même? Voilà. Parce que c'est tout l'enjeu autour de la circoncision, autour d'une éducation religieuse. C'est-à-dire, à quel moment un parent, enfin, se limite la liberté d'un parent ou le droit d'un parent, voilà, à éduquer son enfant, entre guillemets, comme il le veut, voilà, comme il le souhaite, comme il le voudrait. Et c'est tout l'enjeu du débat démocratique, en vérité, qu'on doit avoir, voilà. Parce que moi, je me positionne de ceux qui considèrent que l'enfant n'appartient pas comme si c'était un objet à ses parents, mais qu'il est sous la responsabilité de l'État également, en plus de ses parents, et de tout le reste de la société. Donc si on ferme les yeux sur les petits musulmans
qu'on force à se voiler, qu'on force à je ne sais quoi, à faire toutes les autres pratiques voilà, à apprendre de force des sourates, etc. Et j'en passe, on est en train de justifier la maltraitance au nom de la pseudo-démocratie et de l'humanisme. Et vous aurez à rendre des comptes un jour. Je l'espère en tout cas. Tous ceux qui sont dans cette mentalité-là. Vous êtes abjects. Voilà. Vous aurez à rendre des comptes et à rendre des prépuces. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'en ai marre en fait des gens qui se la jouent vertueux. Vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Tous ceux qui veulent se la jouer vertueux, vous êtes des merdes. Voilà. Avec vos grands mots, oui, je défends telle valeur, je ne sais quoi. Vous êtes, en fait, les religieux, ceux qui défendent Allah, les Allahistes, nous, on les appelle les Allahistes, les avocats d'Allah, qui défendent la pseudo-morale objective transcendante, voilà, extraordinairement parfaite. Voilà, vous valez pas mieux qu'eux, en vérité. Voilà. Que ce soit les Allahistes ou même les Juifs, les chrétiens, fanatiques également, qui se prétendent être les détenteurs d'une morale parfaite. Ah, c'est pareil, en vérité. Voilà. Pensez défendre des valeurs extraordinairement pures et vous être des sortes de prophètes pieux ou vertueux, mais en vérité, vous fermez les yeux devant les conséquences néfastes et délétères de votre idéologie. Voilà, je voulais dire ça. Bon, personne ne veut réagir. Non, si, bah, sur les musulmans en question, les alaïstes en question, défendent mieux, la justifient au moins, c'est pourri leur morale, au moins ils arrivent à des justifications claires. Mais quand ta morale, c'est juste de la posture in, en fait, et pas de la vraie morale, puisque tu défends même qui ont fondé cette morale, c'est-à-dire les valeurs d'une sociale commune, d'un État fort, parce que pour avoir une morale, État fort, une nation, un peuple fort qui défend des valeurs communes de construction sociale humaine, la durée, et que ça, oui, quand tu n'es pas capable. Merde, c'est moi qui bug ou c'est Weber? Non, non, c'est lui qui bug apparemment. Ok. Putain, il a vraiment une connexion. En tout cas, Régulus, Vas-y. mate le chat privé. Oui, on en parlera après, t'inquiète. Envoie-moi un message sur Discord. Ok. T'inquiète. Je sais pas si Bébert était là ou pas. Je sais pas, il nous écoute même pas, je pense. Peut-être qu'il part dans le... Ah, il est parti, là, il est parti. Il va C'est en couple. revenir. Tu veux dire un truc? Vas-y, J'aime- vas-y. ouais, j'aimerais que vous restiez là tous les trois comme dans le StreamYard quand le live sera terminé. J'ai un truc à vous dire. Vas-y, tranquille. De toute façon, je sais pas s'il veut faire... Il est déjà minuit, je sais pas s'il veut faire durer encore plus le live. Tout DKNB, vous voulez pas dire quelque chose? Non? Tout de... En tout Moi, cas, oui, oui, je suis là. Bon, je vas-y. suis quand même au lit, mais je suis très contente de la sortie du livre de Sonia Zadig. Mais j'aimerais en même temps aussi en parler d'un autre livre, celui de Massi. Ah, je confonds entre Massi Alinjad et Marzieh, l'Afghane. Taekwondo, qui est très courageuse, qui a osé défier les féministes occidentales, qui lui ont dit de se taire, qui a écrit un livre dont le titre est Je ne me tairai pas ou ah non, pardon, vous n'aurez pas mon silence. Et ce livre trace son parcours depuis l'enfance où elle a vécu le racisme des Iraniens contre les Afghans. Et c'est vrai que ça, c'est important quand tu as déjà vécu le racisme réel dans un dans dans un pays, quoi, peu importe lequel.
tu mesures la réalité du racisme et tu comprends que les gauchistes, quand ils te sortent ce mot, ça se voit qu'ils n'y connaissent rien au racisme. Mais au-delà de ça, c'est surtout ce qui l'a choqué, c'est le rejet des féministes ou l'injonction au silence. C'est-à-dire, tu dénonces pas les talibans, tu dénonces pas le voile. Le voile, c'est progressiste, donc si tu le dénonces, t'es Tu hors du circuit parles, de... comme féministe, tu parles par exemple des indélicates que sont les influenceuses Camille et Justine, par exemple. Oui, ce genre Ah, Camille d'actrice, et ce genre de... Justine. Elles sont Non, géniales. mais Elles sont même, géniales. ça va jusqu'à Lina Khedri. L'actrice qui a joué dans Novembre, s'il te plaît, le film qui a retracé euh, euh, la, le parcours de la Juste. La Juste, c'est cette femme cousine de la terroriste complice de son frère et de son cousin, en tout cas, celle qui a dénoncé le commando terroriste du soir ou du lendemain du 13 novembre, qui avait pour projet de faire un autre attentat. Et donc, cette Juste-là, je l'appelle la Juste, puisqu'elle a agi en juste, Oh, punaise. n'était pas voilée. Et Lina Khoudri, qui est une actrice algérienne, là, qui nous déclare, ah, moi, je suis vraiment chez moi en Algérie, évidemment, mais pour les films, elle joue dans Les Mousquetaires, enfin, Les Trois Mousquetaires, mais c'est avec la subvention française. Mais elles se sont chez elle en Algérie. Voilà ce qu'elle a fait. Bon, et c'est sa proposition, parce que c'est elle qui le raconte, donc c'est à vous. Elle est venue avec le réalisateur. On leur a demandé, parce que la fille qu'elle a représentée n'est pas voilée. Et Lina Khoudri, qui est actrice bourgeoise, euh, que je dénonce pour son mépris, en fait, qui a dit non, il fallait représenter cette fille comme voilée pour que en fait, les Français bêtes se disent que oui, même quand on est voilé, on peut dénoncer des terroristes. Eh bien non, la réalité, c'est qu'elle ne l'était pas. Et elle a dénoncé ça, et ils étaient obligés de mettre à la fin du film, moi j'ai vu le film au cinéma, et de présenter à la fin du film un encadré dans lequel il mettait que si vous voyez la fille qui est dénoncé les terroristes voilés, sachez qu'en réalité, dans la vie réelle, elle ne l'est pas. Pour vous dire jusqu'où ça peut aller, quoi. Cette trahison de la gauche, des féministes, pour la cause des femmes. Enfin, qui ont trahi la cause des femmes. Voilà, là, j'ai mis le visage de Leila Khoudri. Je suis pas d'accord, Touda, puisque comme Leila Khoudri est magnifique, donc tu ne peux pas te permettre de dire ça. Merci. Ouais, c'est Voilà. bon, tu peux la trouver Ah non, je magnifique. rigole, je rigole. Je suis désolée. Non, Tu peux ça, trouver c'est les qui mecs tu veux qui, magnifique. qui te disent la Bah oui, beauté elle est justifie la magnifique. Bah oui, c'est cruauté. une actrice. C'est une actrice. C'est pour ça que c'est une actrice. Mais moi, je Oui, oui. critique pas, je parle pas de Elle a la Elle, son taille. physique. Elle a la taille. Elle a la Elle est taille. dans le décolonialisme. Elle a fait le elle a, cinéma. Elle a écoute, étudié elle le sort avec cinéma en France. Benzema. Elle sort avec Benzema, Touda. T'as rien à dire, c'est bon, c'est bon. Tu es C'est jalouse, pas t'es vrai. jalouse. C'est un scoop, ça. Je m'en Ah, mais fous, ouais, Benzema beurre. Je je crois que ça savais me pas. plairait, moi, de sortir. Mais t'imagines les discussions avec Benzema? C'est quoi le gars qui est allé vivre en Arabie Saoudite? Non. T'es sérieux? Elle est avec Oui, Benzema? oui, oui, c'est vrai. Oui, voilà, le décolonialisme, hein, total. Moi, cette idéologie, surtout, ben, elle et la Slimani, avec leur Vivi, il déclaration dit de... qu'elle est magnifique. Mais je m'en fous de son physique, Leila En Slimani, fait, moi, je ça sais que ça m'énerve. énerve Touda. C'est pour ça que j'ai dit ça. En vrai, je m'en Non, elle a le fous. droit mais je suis d'accord avec toi, elle est magnifique. D'un point de vue physique, elle est belle. Ça, il y a pas, On non, dit pas, c'est pas elle est trop étonnant. belle. Elle est très belle. Mais c'est normal, c'est une actrice. Les actrices qui sont pas belles et qui sont actrices, c'est toujours soit des sorcières, des méchantes qui jouent que dans des films.
Attends, je vais te montrer l'image. Tu vois? Donc faut arrêter. Donc Regarde. l'idée n'est Voilà, pas elle est là, avec c'est toujours Benzema, regarde. Regarde Touda pour la preuve, elle est avec Benzema là, regarde. Voilà. ouais, mais ça ne prouve rien ça. Non, mais il est marié Touda, il va pas lui tenir genre Toi, Benzema, il va tu pas connais tenir la son vie de mariage, c'est Benzema ou quoi? Je m'en fous, Benzema. non, mais c'est pour te dire, voilà. Non, mais de base, c'était pour te faire chier. Après, comme tu m'as pas cru, je t'ai montré la preuve, c'est tout. Mais oui. Mais pour revenir à l'actrice, elle a joué dans un film Papicha, c'est ça? C'est elle qui a joué dans Papicha, on est d'accord? Oui, d'ailleurs, Ouais. elle a dit Voilà, un Là truc où elle a qui été est quoi, c'est elle a par dit ce film qu'elle a été connue. elle a voilà. dit un truc qui est incorrect quand elle a parlé justement de Maser Alwash. Maser Alwash, la majorité des films qu'il a tournés, c'est en France, hein, il a beaucoup tourné en France et c'est en France qu'il a la liberté totale d'expression. En revanche, elle a oublié de parler de Harraga. Elle a parlé de moi j'attendais qu'elle allait dire le titre du film Harraga. Ah ben non, Harraga, il n'a plus sa place, parce que ça décrit aussi une réalité. Mais la réalité de nos jours n'a pas la cote. Tu vois, les artistes d'aujourd'hui, avant, les artistes étaient des révolutionnaires. Ils dénonçaient réellement les dictateurs. Aujourd'hui, les artistes, c'est des lèche-babouches euh, Ouais. qui, 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 qui se soumettent à toutes les idées qui plaisent, en fait, à leur public. Et ça me dégoûte, en fait. Elle, comme Leila Slimani, tu vois, c'est Oui, des bourgeoises qui viennent te dire, mais le voile ne marche pas. L'autre qui te dit, non, non, il faut représenter la juste voilée, même si elle n'est pas voilée dans la vie réelle. Il faut la représenter voilée pour que les gens aient une bonne image du voile. Non, on peut pas avoir une bonne image du voile. Le voile est mauvais. Pas parce que ta maman, ta nounou, même pas ta maman, j'y crois pas, ou ta nounou est voilée, ou ta femme de ménage est voilée, le voile est bien, en fait. Si elle C'est s'est ça. soumise à l'ignorance, que toi, tu profites de la vie sans voile, viens pas le défendre. Au mieux, ferme ta gueule, en fait. Ne mens pas dans un film aussi important que Novembre, quoi. Ça, c'est d'une humiliation. Ramsarero. Stop! Ça, tu connais cette histoire, Régulus? Mmh. De quoi? Tu as regardé le film Novembre. Non, c'est quoi? Alors Novembre, c'est l'histoire d'une Française hein, d'origine maghrébine, je sais pas si c'est marocaine ou qu'elle connaît, soit c'est la cousine de la sœur d'un terroriste, soit c'est la copine de la cousine d'un terroriste. Donc là, il faudrait vérifier, mais en tout cas, le film tourne autour d'elle parce que c'est la personne qui aujourd'hui, elle vit sous protection, elle a changé d'identité, elle a disparu. Elle n'existe pas parce qu'elle est menacée de mort, parce qu'elle a empêché un attentat d'exister. Donc sa cousine, l'a mise dans la confidence qu'elle hébergeait des terroristes qui allaient faire encore un drame après juste après le 13 novembre. Eh bien, le film tourne autour de cette fille-là et de la DGSI qui fait, de la traque, pour arriver à empêcher, cet attentat d'exister et cette fille-là, le réalisateur et l'actrice se sont concertés parce qu'ils le racontent dans une émission quand le film est sorti, que comme la polémique, est sortie, que la fille a dit: «C'est faux, moi je suis pas voilée, je refuse d'être représentée voilée» et bien, Lina Khoudry, elle a dit: «C'est ma proposition à moi. C'est moi qui a proposé en fait de jouer voilée». Tu vois? Si c'est pas du Mmh. foutage de gueule. Mais tu mens, en fait. Tu as j'ai proposé de mentir. C'est ça que tu es en train de dire. J'avais fait une vidéo, mais je crois que c'est dans mon autre chaîne, où elle déclare maintenant comme,
Donc j'en ai ça m'a donc c'est depuis là, depuis, ce mensonge-là, terrible, je trouve terrible. Je sais pas si vous vous rendez compte et comment, les films, quoi qu'on en dise, un film est un film, mais surtout quand il parle d'une réalité, d'un événement, historique qui a existé, tu peux pas mentir sur la personne. Même dans les films qui représentent une réalité, quand quand la personne est blonde, bah, on la met blonde dans le film. Si elle est brune, on la met brune, si elle est noire, on la met noire et si elle est voilée, on la met voilée, mais si elle l'est pas, on la laisse. On la voile pas, en fait. Tu sais que maintenant, les Suédois, ils ont fait une série où leurs ancêtres sont noirs, hein. Donc voilà. C'est insupportable cette façon de Non, mais c'est tu vrai, vois, hein. je Les mens, Vikings tu en sais que je noir. mens. Tu sais que je mens et tu fermes ta gueule. Je mens. Tu sais que je mens et tu fermes ta Pardon, gueule. pardon de Non. te couper, Touda. L'un de vous est admin et peut couper le live ou pas? Oui, oui, on peut, oui. Ok, là, c'était pour savoir, parce que Bébert, il a pas l'air de revenir. Donc, Oui, oui, moi je peux couper le live, pas de souci. qu'est-ce qu'on sait jamais, c'était pour savoir. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, continue. C'est KMB qui parle. C'est Continue, qui? continue, Touda. Non, mais c'était juste une parenthèse sur, vu que l'exemple que tu as donné, je te dis maintenant les séries, il y a une série suédoise, les Suédois, bien sûr, Anja de Hansarirun aussi, en totale soumission, ils ont fait une série sur leurs ancêtres et tous les acteurs sont noirs. C'est magnifique. Le déni du réel. C'est bien. Oh là là. Et aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Moi, je suis très déçue de l'élection de je sais pas ce que tu en penses, Régulus, De quoi? de l'élection du maire, qui se proclame, de la fierté musulmane, mais en même temps de la fierté LGBT. Ça va durer combien de temps ça, après son élection? Ah oui, honnêtement, c'est de la taqiyya. On est tous au courant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur ce plan, il ressemble tellement à Obama. Obama, quand il va voir les C'est vrai. LGBT, il leur dit: «Oh, c'est magnifique tout ce que vous faites, vous êtes merveilleux». Il s'assoit avec les protestants, il devient protestant. Il s'assoit avec les catholiques, il est à fond dans le catholicisme. Il s'assoit avec les musulmans. Lui, alors là, il faut comprendre ce personnage, et d'où découle maintenant ce nouveau maire. C'est Obama, c'est le professionnel de la taqiyya. Avant Obama, il y avait pas Daesh. Obama arrive au pouvoir, il y a quoi? Il y a Daesh. Comme ils disent aux États-Unis, ISIS. C'est c'est Obama qui a donné de l'argent à ne pas en finir à l'Iran et ça s'est terminé par Daesh. C'est juste hallucinant, ce choix, parce que certains vont croire que parce qu'il est musulman, donc forcément c'est l'islamophobie. Non, non, ce gars-là, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais à mon avis, vu son programme et en plus, ah, 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 il va autoriser la prostitution, légaliser la prostitution, c'est magnifique. زواج المتعة direct. New York, ça sera légalisé, la prostitution. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles il va revenir. C'est pas un gouverneur, c'est juste un maire. Et en plus, il rend hommage à sa communauté et il dit, avant tout, il est musulman et il a rendu hommage à un héros. Ceux qui sont dans le chat,
ceux qui sont présents sur le panel, lisez sur Nehru et ce qu'il a fait. C'est magnifique. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, 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 oui. Oh punaise. Je suis sur mon téléphone là, dehors, je comprends pas. C'est ma connexion qui merde. Donc je vous laisse continuer. Je vais essayer de me reconnecter à l'ordinateur, mais j'avais plus de connexion internet, plus rien. Ah là, on Non, t'entend très bien, hein. ouais. Ça se Ah Oui, coupe pas oui, du je tout. suis avec mon téléphone. ah oui, Après, je peux rien faire avec mon téléphone. J'y comprends rien du StreamYard avec le téléphone. C'est pas non plus Mais très bon. compliqué, t'inquiète. Déjà, on t'entend et tu nous entends, ça suffit, t'inquiète. Ouais. C'est ce qui Ah, je sais compte. pas en ce moment, mais c'est que c'est compliqué. Si je peux pas faire des lives avec des animations et des trucs et tout, ça va être dur. Je sais pas Ouais, ouais. comment je vais faire. Enfin, Mais moi, je me sinon, contente. ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais non, du coup, j'ai rien entendu depuis. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que j'entends rien et que voilà. Hein. Enfin, je vous laisse continuer puisque j'ai rien à dire. J'ai rien pu entendre de tout ce qui s'est dit. Hein. Oui, bah, après, on a parlé beaucoup de choses différentes, mais la notion de taqiyya, en fait, faut la comprendre comme un art de vivre, en fait. Il faut comprendre que la taqiyya, c'est l'une des meilleures manières de préserver la foi et de préserver aussi le projet de la charia qui est celui de s'étendre le plus loin possible et le mieux possible. Voilà. Donc, si pour ça il faut patienter 10 ans, comme le prophète a patienté 10 ans à la Mecque, on patientera 10 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il pense. S'il faut patienter beaucoup plus, on patientera beaucoup plus, tout simplement. Et en fait, faut toujours, lire les histoires des prophètes à l'aune de la pensée politique, voilà, moderne. Enfin, là, on est en 2025, donc on va la lire à l'époque de 2025. Ça aurait été il y a 1000 ans, on aurait dû la lire à l'aune de ce qui se passait il y a 1000 ans en terre islamique. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on va lire l'histoire d'Abraham. Abraham, voilà, donc il a rejeté, excusez-moi, son peuple qui était polythéiste. Et donc du coup, c'est pour ça que les salafis aujourd'hui, ils vont te dire: «Il faut être comme Abraham». Qu'est-ce que ça veut dire quoi être comme Abraham? On comprend pas comme ça d'emblée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bah, Abraham, il a dit à mon père: «Je me désavoue de toi». Voilà. Il faut que je retrouve le verset du désaveu, il est lourd, c'est d'où wal wala wal bara, l'alliance et le désaveu. C'est un verset emblématique d'ailleurs celui-là. d'ailleurs, taqiyya, c'est coranique, hein, c'est pas c'est dans le Coran même, hein, c'est écrit, noir sur blanc. C'est ça, exactement. Par exemple, c'est dans la sourate 3, versets 28 et 29, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est Allah le retour. Dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Voilà, en gros, si c'est pour vous protéger d'eux dans le sens pour pas devenir comme eux, voilà, tu peux faire semblant voilà, d'être allié avec eux, pas de souci. Et d'ailleurs cette phrase, en tout cas je pense que beaucoup l'ont ressenti dans l'enfance. Parce que cette phrase, cette sourate, on nous l'a enseignée à l'école primaire. Pour ceux qui sont nés dans les pays musulmans, c'est-à-dire que tu es enfant et ton maître ou ta maîtresse te lit la phrase, Allah, il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de toi, avec la compréhension d'un enfant. Donc cette phrase, elle te pourchasse pendant très longtemps. Et si tu ne sors pas de l'islam, bah, tu restes dans cette idée qu'il y a une force à l'intérieur de toi qui sait ce que tu penses et ce que tu ressens. Hein. Quel meilleur moyen
de manipuler quelqu'un et de maîtriser, ses gestes, ses faits et même sa pensée. C'est Regarde, en fait, puissant. c'est écrit en arabe. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تثقوا. Voilà, et ça vient de la taqiyya. Oui, c'est ça. Oui. Faut comprendre. La taqiyya vient littéralement, enfin, le verbe qui a initié le concept, la notion de taqiyya est dans ce verset. Donc, pour ceux qui disent, ouais, de quoi vous parlez? Bah, c'est coranique. De quoi vous parlez? Bah, c'est coranique. Voilà. Vous pouvez pas vous. Et d'ailleurs, cette phrase, elle est terrible parce que, évidemment, la traduction, toujours, il faut toujours qu'ils couvrent, ils mettent du safran sur, la morve de Allah. C'est plus fort qu'eux et ils ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien sauver les fesses de Mohammed. Min Allahi fi shay'in illa. Il y a toujours, ce illa, à moins que, ou c'est-à-dire que cette forme de manipulation, heu, une manipulation tellement bien construite. C'est-à-dire il va te dire dans la même phrase une chose et son opposé. C'est une série d'oxymores et de contradictions, le Coran. C'est que ça. Et c'est dans ce sens où c'est puissant, c'est-à-dire ça agit sur ton cerveau. Si ton cerveau est exposé dès ton plus jeune âge et franchement, je ne comprends pas que les Européens ont pu laisser ça, rentrer chez eux, jusqu'aux écoles, les écoles, islamiques, où les enfants sont exposés à ça, vivant dans un monde complètement différent. Comment ça se passe dans la tête d'un enfant qui est exposé à autant de contradictions à l'intérieur de lui? Mais c'est tension en permanence. Quand tu vis dans un monde exclusivement musulman, c'est la norme, OK. Tu as cette peur, et puis tout le monde surveille tout le monde, mais quand tu vis dans un monde qui est éloigné de ça, c'est-à-dire que tu es obligé de te diviser en 2 quand tu es avec les autres, ceux qui sont pas dans ton paradigme, d'agir d'une façon et de penser d'une façon, parler d'une façon et quand, tu retrouves le groupe et ben, tu te réadaptes en permanence selon le groupe dans lequel tu es. Ça ne peut que développer une schizophrénie, quasi incontrôlable. Exactement. Nique sa mère l'islam. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre, est-ce qu'il y a une autre conclusion plus efficace que celle-là? Oui, oui. Cette putain de religion de merde là, franchement, on va va se la trimballer, on va se Ne la pas trimballer, je con sais pas encore combien de temps. ne pas confondre un neik ou un nikah. Ça m'a fait penser à ça. Nikah sa mère l'islam. Oui. C'est un neik ou un nikah. En C'est tout vraiment cas, exactement. Il y a un petit glissement sémantique entre les deux, il faut faire gaffe à ça. Mais là, il y a un article rapidement, même pas deux paragraphes. Dans le monde sunnite, la notion de taqiyya apparaît dans le débat religieux à partir du 15e, la fin du 15e, début 16e siècle, sans jamais s'ériger en dogme. Nous en rencontrons les premières traces dans un reposum d'un juriste consulte maliki d'Oran, au nom d'Ibou Juma'a, livré à l'intention des mauresques, les musulmans d'Espagne qui se sont convertis au catholicisme entre 1499 et 1526 sous contrainte de l'Inquisition. Ces derniers n'ont eu de cesse de solliciter des consultations alors qu'ils se trouvaient face aux dilemmes de s'expatrier ou d'abjurer leur foi musulmane.
En effet, il s'agit d'une situation inédite pour les musulmans d'Espagne se retrouvant en situation de subordination à un pouvoir politique non musulman. Pour la première fois, une minorité musulmane se trouve contrainte d'embrasser la foi chrétienne, alors qu'elle était liée auparavant par un pacte, qui lui assurait la liberté de croire, pratiquer sa foi moyennant un impôt. Immigrer ou rester, le dilemme des mourisques entre les fatwas et les contraintes du vécu, titre de l'article de Abdel Khalek Shedadi, donc explique bien la situation de ces musulmans d'Espagne pour apaiser et répondre à l'attente de ces requérants. Ibn Jum'a rédige un symposium autorisant le recours à la dissimulation sans bien que le mot taqiyya apparaisse. C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas toujours chercher le mot taqiyya. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'islam, le mot taqiyya, il a été voilà, consciemment ou inconsciemment connoté aux chiites. Mais c'est le principe qui compte. Ce n'est pas le mot en lui-même. Et le principe, il existe dans le sunnisme aussi. Donc, le reposum est rendu dans le sens de la suspension des dispositions religieuses ordinaires. Et cet avis juridique est considéré, suivant les mots de Shadadi, dans le contexte de l'impossibilité pour les musulmans d'Espagne d'immigrer. Ainsi rendu dans ces termes, le reposum, tac, tac, tac. Dibou Juma'a est venu contredire la fatwa du Malikite Ahmed ibn Yahya al-Wancharisi, alors mufti de Fès, laquelle au contraire insiste sur l'obligation d'immigrer. C'est pour ça que dans l'islam, il y a deux fatwas qui se concurrencent. Il y a la fatwa de la hijra, qui invite les musulmans à quitter les terres non musulmanes, et la fatwa de Ibn Jum'a qui invite les musulmans à faire semblant de se soumettre au pouvoir non musulman, temporairement. Voilà. Et ça, c'est important à savoir. Bon, on peut arrêter là. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. On va arrêter le live ici. Apparemment, il y a la posta qui veut nous garder après le live, donc restez dans le stage, ne vous en allez pas, mais on va juste arrêter le stream maintenant. Oui, s'il vous plaît. Donc 1, 2, 3,